Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, le retour à la normale sur le réseau ERDF au lendemain des intempéries qui ont privé d'électricité plus de 2000 foyers en Indre-et-Loire, mais aussi en Loir-et-Cher. Les techniciens sont encore intervenus aujourd'hui pour établir le courant. ERDF indique que l'ensemble du réseau est rétabli ce soir. Les élèves d'Indre-et-Loire ne sont pas tous en vacances. Certains d'entre eux, dans le sud Touraine, travaillent encore cette semaine et pour cause, ils dépendent de l'académie voisine de Poitiers. Pourquoi? Les explications dans ce journal. Et puis à Tours, pas d'augmentation d'impôts pour 2016, des investissements eux qui seront en hausse. Et ce sont les principaux enseignements du conseil municipal de lundi soir. Les élus discutaient des orientations budgétaires pour l'année 2016. Des vents jusqu'à 100 km/h en rafale, près de 2000 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire, tout autant en Loir-et-Cher. La journée d'hier a été intense pour les techniciens de ERDF. Ils étaient encore sur le terrain aujourd'hui pour établir le courant. ERDF annonce ce soir un retour à la normale. Romain Delville. Ruzica lundi, Imogène mardi, les tempêtes se sont succédées sur la région Centre-Val de Loire. Et aujourd'hui, les 200 techniciens ERDF et 40 entreprises partenaires ont pratiqué des interventions comme celle-ci, en particulier dans le secteur du Lochois. C'est essentiellement des supports qui sont tombés et donc qui sont à remplacer, et également ôter des lignes, les arbres qui ont pu tomber ou des branches d'arbres qui ont pu tomber et se mettre en travers des lignes électriques. 200 foyers en Indre-et-Loire, 300 en Loir-et-Cher étaient encore privés d'électricité dans l'après-midi. Hormis des pannes très localisées, l'ensemble du réseau dans nos départements sera rétabli dès ce soir. Nos équipes iront ensuite prêter main forte à celles qui sont déjà sur le Berry, c'est-à-dire pour arriver à réparer l'ensemble des dégâts occasionnés par ces tempêtes, en espérant un retour à la normale d'ici jeudi soir, vendredi matin. Les équipes ERDF de la région restent donc mobilisées, d'autant que les tempêtes du début de la semaine ont pu affaiblir des équipements. Des poteaux qui, à force de vaciller sur un terrain meuble, peuvent encore chuter. Attention, si vous habitez à Blois ou que vous devez vous y rendre demain, les agriculteurs du Loir-et-Cher se mobilisent. Demain, à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs du 41. De grosses difficultés de circulation sont à prévoir en raison de présence sur la route de cortèges de tracteurs. Une manifestation en deux cortèges, l'un au départ de Saint-Gervais, l'autre au départ de Villebarou. Point de convergence sur les quais devant la direction départementale des territoires et le tout commencera dès 10 h du matin. Cette étude maintenant sur l'attractivité de Tours et de son aire urbaine, elle est co-signée par l'INSEE et par l'ATU, l'agence d'urbanisme de Tours. Ce qu'il en ressort, c'est qu'avec ses 480 000 habitants environ, l'aire urbaine de Tours, c'est-à-dire sa zone d'influence, est l'une des plus dynamiques lorsque l'on évoque la croissance de sa population. Une aire urbaine qui attire les populations des villes de l'est de la région, mais qui se fait aussi grignoter par les villes de l'ouest. Les précisions, Amanda Breuer-Rivera. Dans le grand chassé-croisé des mobilités résidentielles, les échanges d'habitants avec Paris représentent pour Tours et sa zone d'influence un tiers des déménagements. Dans cet échange, il y a plus d'arrivées de franciliens en Touraine que de départs vers la région capitale. Un peu moins de la moitié de ces migrations concerne des retraités. L'aire urbaine de Tours a aussi des échanges importants avec les villes de sa région, mais aussi celles du Pays de la Loire. Dans ce réseau local, l'aire urbaine de Tours entretient le plus d'échanges avec Orléans. Une majorité de ces déménagements sont en faveur de la zone tourangelle. Idem pour Blois. Cependant, elle perd des résidents dans ses échanges avec Nantes. La cité des Ducs attire notamment des cadres. Après celle-ci, Tours est la deuxième zone urbaine la plus influente de son réseau. Voici pourquoi. Ce dynamisme, il est fondé sur plusieurs ressorts. Le premier ressort, me semble-t-il, c'est la vivacité de l'enseignement supérieur et notamment de l'université François Rabelais qui a un bassin de recrutement extrêmement large, en tout cas d'échelle régionale voire interrégionale. Le deuxième élément, c'est la qualité de vie ou la qualité de ville qu'on peut trouver dans l'agglomération tourangelle. Au niveau des déplacements domicile-travail, la carte reste sensiblement la même. Le réseau des villes de l'Ouest, les 7 villes de l'Ouest que j'ai citées, elles fonctionnent en termes de migration résidentielle et en termes de déplacement domicile-travail. Un travailleur sur 10 vivant dans l'aire urbaine de Tours exerce en dehors du territoire. Parmi ces navetteurs, Paris truste la première place avec 4000 départs, suivi de Blois, plus d'Orléans. En sens inverse, Tours attire quotidiennement 800 franciliens, 523 orléanais et 1100 blésois. Sur les trajets domicile-travail, Blois attire plus que Tours. Cela est dû notamment aux travailleurs vivant à Amboise. Il est aujourd'hui impossible d'établir l'impact de la ligne TGV Paris-Bordeaux sur cet écosystème.
En bref, l'Assemblée nationale vote le projet de révision constitutionnelle, ce texte controversé qui vise à constitutionnaliser l'état d'urgence et la mesure de déchéance de nationalité. Texte voté par 317 voix pour et contre 199 et 51 abstentions. Du côté de nos élus tourangeaux et loiret-chériens, quels ont été les votes? Vous les voyez, le socialiste Jean-Marie Beffara, le centriste Maurice Leroy et les républicains Claude Greff et Philippe Briand ont voté pour. Les socialistes Laurent Baumel, Jean-Patrick Gilles et Denis Robiliard ont voté contre, tout comme le républicain Patrice Martin-Lalande. On prend la direction du Sud-Touraine. Alors que les vacances d'hiver sont maintenant bien entamées, certains élèves du primaire ont toujours école cette semaine. Ils ne seront en vacances que vendredi et pour cause, leur école fait partie d'un regroupement pédagogique à cheval sur 2 départements, sur 2 régions et donc sur 2 académies différentes. Il fallait choisir entre Tours et Poitiers. Ils ont choisi Poitiers. Audrey Champigny. Barou, 8h45 ce matin, c'est de bonne heure et de bonne humeur, cartable en main, que Solène, 6 ans, franchit la grille de l'école. Pour cet élève de CP, tout comme ses petits camarades, ce n'est pas encore les vacances. La faute à 2 calendriers scolaires différents. En effet, Barou ainsi que 3 autres communes d'Indre-et-Loire et de la Vienne, situées de chaque côté de la Creuse, sont réunies depuis quelques années en regroupement scolaire pour maintenir les écoles rurales. Jusqu'à présent, la centaine d'enfants de maternelle et du primaire étaient dans la même zone académique. Mais depuis la rentrée dernière et le grand chambardement des régions, il a fallu choisir. Ainsi, les écoliers dépendent désormais de la région Aquitaine et de l'académie de Poitiers, alors que les collégiens, eux, dépendent de la région Centre et sont rattachés à l'académie d'Orléans-Tours. Pas facile donc quand on a des petits et des plus grands d'un côté et de l'autre. C'est le cas de la famille Schubert. Adrien est au collège du Grand Pressigny et il est lui en vacances depuis vendredi dernier. Solène, elle, le sera à la fin de la semaine. Je trouve que c'est bien parce que on peut s'amuser, mais des fois on s'ennuie. C'est bien d'avoir une petite sœur pour jouer aussi? Oui. Je suis trop contente parce qu'on va passer une semaine tous les deux, mais après l'autre semaine, Adrien il embauchera et puis moi je serai toute seule à la maison. Si ça ne semble pas perturber outre mesure Adrien et Solène, pour les parents en revanche, cela relève parfois du casse-tête. Finalement, pour elle, ça ne change pas grand-chose. C'est plus pour nous une question d'organisation. Quand elle sera en vacances toute seule, c'est là que ça pose un peu plus de problèmes. Elle ne pourra pas rester toujours avec son papa. Reste aussi le problème des départs en vacances pour les plus chanceux. Et là, il faut jongler. À noter que dans 3 ans, les zones tourneront et les écoliers et collégiens n'auront alors plus aucune semaine de vacances en commun. À Tours, l'équipe municipale retrouve une petite liberté d'action avec la fin de l'emprunt toxique. En 2016, donc, les impôts n'augmenteront pas et les investissements, eux, seront en hausse de 20 à 25 millions d'euros. C'est ce qui ressort du débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu lundi. L'opposition, elle, reproche le manque de stratégie de la majorité municipale. Sabrina Melout. 2016, le soulagement pour la majorité qui se débarrasse enfin du swap toxique, qui aurait dû coûter à la ville 8 millions d'euros cette année. Quant aux impôts, après avoir été augmentés de 4,2%, les taux d'imposition ne devraient pas bouger. À noter néanmoins la hausse de 1%, une décision de l'État. L'élément central de ces orientations budgétaires reste bien évidemment les investissements, cheval de bataille de l'opposition qui reproche à la majorité son manque d'action dans ce domaine. En 2016, les investissements seront portés à 25 millions d'euros, soit 5 millions de plus qu'en 2015, grâce notamment à des économies de fonctionnement de l'ordre de 2,5%. Mais de quels investissements parle-t-on ? Il y a évidemment à faire dans le domaine scolaire, de l'entretien des écoles, de l'entretien des cours, de l'entretien des parties communes, des cuisines, des salles de restauration. Il y a du travail à faire dans le domaine sportif. Beaucoup de bâtiments, de salles de sport, de terrains de sport doivent être rénovés. Il y a beaucoup à faire, évidemment, vous l'imaginez, dans le domaine de la voirie. 2016 marquera la baisse des dotations de l'État de l'ordre de 3,6 millions d'euros. Pour l'opposition, les orientations budgétaires présentées manquent de stratégie pour préparer l'avenir. Avec la baisse des dotations, c'est un choix assez contraint. Soit on baisse, au moins on gèle fortement les dépenses de fonctionnement, soit
on augmente les taux de la fiscalité. Et apparemment, la majorité municipale n'a pas de stratégie claire pour les années à venir sur ce sujet. Cette année, elle s'en sort avec la renégociation du swap, mais dès l'année prochaine, les difficultés reprennent. Et pour avoir des vrais plans de désendettement ou de programme d'investissement, il faut absolument que ces questions-là soient clarifiées. Quant à l'encours de la dette, au 31 janvier 2015, il était de 228 millions d'euros pour le budget principal. En 2016, la majorité prévoit un remboursement de capital à hauteur de 12 millions. Les sports en bref, le Tour Volleyball a remporté hier soir son match à Montpellier, 3-7-1, match en retard de la 5e journée de Liga. Après cette victoire, Tours remonte à la 2e place du classement. Tours, Montpellier, les deux équipes se rencontrent à nouveau vendredi à Tours cette fois-ci pour le compte de la 17e journée de Liga. Restez avec nous dans un instant, les remparts de Loches bientôt sauvés. Un accord entre l'État, le département et la ville de Loches est annoncé pour financer les travaux de consolidation. On en parle dans un instant avec Marc Angenot, le maire de Loches.